Hello, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour mon bilan du mois de juillet. Donc toutes les petites lectures que j'ai eues ce mois de juillet. J'ai lu 8 livres, donc beaucoup moins que les autres mois. Je ne sais pas pourquoi. Ah, pourtant j'étais en congé donc j'aurais pu lire plus. Mais voilà quoi, je me mets pas de pression de toute façon. C'est pour le plaisir, c'est pas pour autre chose. Donc je vais te présenter tout ça, sachant qu'il y a eu des avis assez mitigés, certains coups de cœur, des super bonnes lectures, etc. Donc ça a été quand même un mois riche et varié, on va dire ça comme ça. Et donc je vais commencer par le premier, tu as dû le voir aussi dans un update, mais j'ai lu ce mois-ci donc le tome 1 de la saga The Elements de Brittany Setcherry, donc The Fire, non c'est pas le tome 1, c'est le tome 2, je dis des conneries. Donc le tome 2 de la saga. Ce tome, j'en parle plus en détail aussi dans l'update que j'ai fait il y a pas longtemps, donc je te mettrai tout en barre d'infos comme d'habitude et blablabla. Que dire? En fait, dans ce tome, tu vas retrouver Logan et Alyssa, donc qui sont tous les deux des amis d'enfance. Donc tu vas partir de leur rencontre quand ils étaient ados, etc. La découverte de de leurs sentiments, etc. Sauf que tu es dans un contexte familial et comment dire, assez dur, assez rude quand même. Tu as un côté avec tout ce qui est drogue, consommation, etc. Et donc un Logan qui est complètement instable, on va dire ça comme ça. Donc et forcément Alyssa, voilà. Donc j'en parle pas trop, je ne dis pas trop. Mais donc tu vas suivre leur histoire, donc en étant adolescent, suite après un gros événement qui va se passer, qui va séparer un peu leur chemin, entre guillemets. Et sauf que 5 ans plus tard, Logan revient et Alyssa revoit Logan depuis ce temps-là. Donc c'est vraiment un bouquin que j'ai adoré, beaucoup plus que le tome 1, alors que j'avais beaucoup aimé le tome 1, j'en ai déjà parlé. Mais la première partie, j'avais mon petit cœur qui faisait cric comme ça. C'est vraiment une super lecture quoi. Donc je pense que si toi tu l'as lu, tu dois avoir le même avis que moi ou pas. Je sais que le tome 3 aussi est apparemment très très bien. On n'arrête pas d'en parler avec beaucoup de personnes. Donc voilà. J'ai hâte de lire le tome 3, mais en tout cas celui-ci est à lire, il est génial. Donc franchement, ça fait du bien de temps en temps de lire des choses comme ça, même si ça fait mal au cœur parfois. Voilà. Ensuite, le deuxième livre que j'ai lu, c'est ma meilleure amie qui l'avait offert à mon anniversaire, donc ça fait depuis plus de 6 mois, 7 mois qu'il était dans ma palle. J'avais envie de l'acheter en fait quand j'ai vu sa sortie cette année, enfin l'année dernière plutôt, fin d'année dernière ou début de cette année. Hein. Et donc c'était mon premier en fait, Rainbow Rowell. Donc je n'avais jamais lu encore de cet auteur. J'ai Fangirl dans ma palle et donc après avoir discuté avec pas mal de personnes pour savoir si je devais d'abord lire Carry On ou après, enfin avant ou après Fangirl, apparemment il fallait lire Carry On avant parce qu'en fait Fangirl ça spoil un peu ce qui se passe dans Carry On. Donc moi je l'ai lu avant. Donc c'était mon premier et franchement ça a été une lecture mitigée pour moi, surtout au départ. J'ai trop eu du mal à rentrer dans l'histoire. Parce qu'en fait là tu vas suivre donc Simon qui est un jeune garçon de je sais plus 16 ou 17 ans qui en fait rentre pour sa dernière année dans une école qui s'appelle Watford qui est en fait une école de sorcellerie, de mages et donc il a fait ses études dans cette école sauf que Simon il est orphelin et Simon a un destin assez particulier et des pouvoirs énormes par rapport aux autres mages qui existent dans cet univers. Ça te rappelle pas quelqu'un? Ça rappelle à beaucoup Harry Potter en fait. Il a une meilleure pote qui s'appelle Penny, ils dorment dans des dortoirs, ils ont des baguettes, gna gna. Donc tout ça, ça vraiment... Je sais que c'est une fanfiction sur Harry Potter, d'accord? Mais le truc c'est que j'arrivais pas à me sortir Harry Potter de la tête. Donc ça a été un gros problème. Donc surtout au départ. Alors au départ en fait j'ai trouvé ça un peu brouillon parce que... Enfin brouillon dans le sens pas au niveau de l'écriture mais au niveau de sa globalité en fait, parce que l'auteur essayait de résumer en une partie voire 2 parties ce qui s'était passé les 5 années précédentes à l'école de Watford avec justement Baz qui est l'ennemi juré de Simon, comme par hasard
Baz, en fait, c'est un peu un Drago Malfoy. Ce qui s'était passé en fait dans l'univers en fait global, mais les 5 années avant. Donc là, j'ai vraiment eu du mal à accrocher. Je me suis dit oh là là, et ça commençait pas quoi, ça a eu du mal à décoller pour moi. Ensuite, en fait, tu vas suivre en fait cette dernière année et Simon se rend compte à la rentrée que son ennemi juré justement Baz a disparu. Donc pour moi, l'histoire a commencé à bouger seulement vers, on va dire, le milieu du bouquin, voire en fait début de la 3e partie. Donc après, j'ai été prise dedans, ça a été, mais c'est voilà. J'ai beaucoup aimé par contre la relation entre Baz et Simon. Ça a été une surprise pour moi. Je m'attendais pas à ça en fait, et j'ai beaucoup aimé. Surtout le personnage de Baz, il est vraiment pas mal comme personnage. Il me touche beaucoup, il me touchait beaucoup en fait, et voilà quoi. Simon un peu moins, mais par contre vers la fin, je le sentais beaucoup plus mature, beaucoup plus réfléchi, etc. Donc ça m'a beaucoup plu ça. Mais par contre, je trouve qu'on en a pas assez. J'aurais bien voulu en avoir plus. Plus de Simon, plus de Baz, peut-être moins un peu d'Agatha parce que, enfin, je te dis pas qui est Agatha si tu veux découvrir l'histoire, mais parce qu'en fait, je trouve que ce personnage pour finir ne sert à rien, à part avoir une révélation, enfin même pas. Enfin pour moi, c'est pas été le personnage transcendant et en plus, voilà quoi. Et donc il y a des chapitres sur elle qu'en fait on aurait peut-être pu avoir des chapitres avec Simon et Baz, enfin bref. En tout cas, ça a été quand même une fin qui m'a beaucoup plu et surtout, qu'il y a quand même une petite morale à la fin qui est vraiment bien sympa. Donc voilà, je suis mitigée en fait pour ce bouquin. Je dois lire Fangirl, j'espère que ça sera pas ça. Voilà, en tout cas j'ai envie de me procurer Eleanor in Park parce qu'apparemment il est superbe. J'ai vu que des avis positifs dessus, mais bon, je me dis, j'ai quand même un petit frein quand même à ce niveau-là. Bon, en tout cas voilà, donc je vais bientôt mettre en ligne ma chronique aussi sur le blog, celui-ci je l'ai pas encore mise en ligne, mais c'est un avis mitigé, ça se lit, si on arrive en fait à sortir Harry Potter de la tête, dès le départ. Parce que sinon c'est foutu, je pense. Moi après j'ai réussi à l'oublier, pour pouvoir vraiment bien me plonger dans l'histoire. Mais bon, voilà. Ensuite, suite à des crédits que j'ai eu gratuitement sur Audible, j'ai pu me procurer, donc j'avais déjà dit 5 livres audio. Et donc j'en ai profité pour prendre des livres qui étaient dans ma palle, comme ça je vide en même temps ma palle, parce que je lis, écoute des livres audio quand je vais au boulot le matin, vu que j'ai une bonne demi-heure de trajet, donc aller-retour 1 heure par jour. Et donc je me suis dit il était temps de sortir de ma palle, parce que en fait j'avais vu beaucoup d'avis mitigés, etc. Et je m'étais dit, sors-le de ta palle Fanny, comme ça tu sauras ce qu'il en est, etc. Donc j'ai lu, écoutez, Marquer les ombres de Véronica Ross, donc chez Nathan. Donc on connaît tous Véronica Ross qui est l'auteur de Divergente, bref, de Divergente. Et donc dans ce livre tu vas retrouver en fait, alors c'est très compliqué de te faire un résumé de ce bouquin parce que justement c'est ça le point fort pour moi de ce bouquin, de ce premier tome, parce qu'en fait j'espère qu'il y aura une suite parce que vu la fin je veux une suite. C'est que l'univers est complètement dingue, c'est hyper complet, hyper réfléchi, hyper bien construit, mais en fait voilà, je dirais pourquoi moi j'ai beaucoup apprécié et pourquoi ce n'est pas un avis mitigé, etc. Donc tu vas te retrouver en fait dans un univers où il y a 7 ou 9 planètes il me semble, et où vivent en fait différents pays, différentes nations, sauf qu'en fait je sais pas comment, en fait c'est assez compliqué. Donc en gros les chotettes, comment expliquer, franchement je pense que vaut mieux que je te renvoie à lire la 4e de couverture, et encore je sais même pas si elle est vraiment très complète quoi. Enfin c'est vraiment bien, parce que en gros tu vas te retrouver donc avec Saira qui est une jeune fille qui dispose d'un don flux assez particulier. Je te ne dis pas lequel, comme ça tu le découvriras. Donc chaque personne dans cet univers a un don flux, donc un don personnel qui se manifeste à au bout d'un certain temps de vie, etc. Enfin, bref, je sais même pas comment ils disent ça. Bon, et donc Saira, elle, va rencontrer Akos, qui est lui un jeune homme qui vit qui vit sur une planète pacifique. Sauf que la nation de Saira va enlever son frère et Akos, parce que son frère est un oracle, et donc ils en ont besoin pour la guerre, etc.
Donc Akos va se retrouver chez Saïra et son frère qui est un pur dictateur, un pur enfoiré, mais un personnage top. Et tu vas découvrir en fait les tenants aboutissants de la vie de Saïra, comment elle vit le fait qu'elle soit princesse entre guillemets d'un pays, etc. Et comment Akos lui doit réaliser son destin. Je t'en dis pas plus parce qu'en fait je suis en train de m'enfoncer et je trouve que mon résumé est à chier. Mais je t'invite vraiment à lire la 4e de couverture et peut-être à trouver des résumés beaucoup mieux sur internet. Parce que là, voilà. En tout cas, moi j'ai adoré. Je pense que en fait, c'est vrai que le début, même au niveau du livre audio, le début était très dense. Tu as beaucoup de noms particuliers qui ont été créés, de l'univers global en fait, même des langues, etc. Donc c'est vraiment quelque chose... tu sens qu'il y a un travail de l'auteur dessus, ça c'est clair. Sauf que moi, la pilule, on va dire, est beaucoup mieux passée parce que c'était un livre audio. Donc j'écoutais ça avec plaisir. Et puis c'était beaucoup plus simple à comprendre. Alors que je pense que écrit comme ça, à le lire, surtout que les noms sont assez compliqués, quoi. La Calmeuve Radix, enfin il faut quand même des fois, c'est pas des noms courants, quoi. Les Sauvé, Zetsivit, c'est ça, il y a des noms, il y a tout un univers quoi, complet. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être un point négatif pour certaines personnes qui vont lire le papier, le livre papier. J'ai vu que c'était ça, qui avait aussi beaucoup freiné certaines personnes, mais qu'après, justement, le reste de l'histoire est complètement dingue. Moi, j'ai suivi ça avec... c'était superbe. J'ai vraiment eu l'impression de me retrouver dans un tome de Divergente, quoi. Déjà, j'ai beaucoup aimé Divergente. Et là, voilà quoi. L'auteur ne passe pas par 4 chemins, elle va à l'essentiel et surtout, il y a des passages moi qui me mettaient en haleine. Je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer, c'est pas possible. Non, j'étais en train de conduire, j'étais là, non, mais non, c'est pas possible. Enfin bref. Donc, franchement, il vaut le coup. Si tu l'as en livre audio, n'hésite pas plutôt à commencer le début en livre audio et peut-être le continuer en livre papier. Mais si tu l'as en livre papier, ne lâche rien. Parce que vers la fin, et même vers le milieu, en fait, même avant, tout s'enchaîne, tout s'emboîte, etc. Et c'est un truc de fou. Donc c'est vraiment pas mal et j'ai hâte de savoir s'il va y avoir une suite. Normalement, il devrait avoir une suite, je me suis pas encore renseignée. Donc il faut que je vois si l'auteur a écrit une suite. Parce qu'en tout cas, la Papa Noé, c'est comme ça, quoi. Ça, c'est clair et net. Donc n'hésite pas à me dire si tu l'as lu, parce que c'est vrai que c'est quand même assez pas complexe, mais assez... j'ai pas vu beaucoup de personnes en fait l'avoir apprécié ou l'avoir lu. Donc ensuite, suite à ça, je me suis dit on va se faire un peu de légèreté. Hein. Donc j'ai lu le tome 1 de la saga Off Campus, donc The Deal de L. Kennedy, donc chez Hugo Poche. Donc j'en ai déjà parlé aussi dans mon update, mais j'ai eu un coup de cœur, un petit coup de cœur quand même pour ce bouquin, parce qu'en fait j'avais qu'une envie, c'était de le lire. De le continuer et de le bouffer, chose que j'ai faite parce que presque en 2 jours je l'ai lu, donc ça se lit quand même assez relativement vite, mais bon voilà. Je pensais tout le temps à l'histoire, j'avais envie de savoir ce qui allait se passer alors que je pouvais pas le dire, donc ça veut dire que c'est quand même une bonne lecture quand c'est comme ça, je pense. Et donc là tu vas retrouver Anna et Gareth, donc Anna qui est une jeune fille qui est en licence de musique à... c'est où déjà l'école ? Briard. Et Gareth qui lui est en licence d'histoire et qui est en fait un joueur de hockey de l'équipe de la fac. Sauf que ils ont un cours en commun de philo, sauf que le petit Gareth va avoir une sale note, et donc Gareth a besoin de bonnes notes pour pouvoir participer au prochain match de hockey. Et donc quand il va voir que Anna a une super note, il va demander à Anna de lui donner des cours particuliers. Enfin pour des cours des cours particuliers pour pouvoir passer les rattrapages et avoir une bonne note pour pouvoir jouer. Donc ça, à ce niveau-là, c'est quand même quelque chose de assez classique, je pense. Ça c'est déjà vu quand même l'univers, etc. Enfin, en tout cas, moi j'ai déjà lu des romances dans ce genre-là. Mais en fait, ce qui fait vraiment quelque chose avec ce bouquin, c'est que tu as des personnages qui sont top. Enfin, surtout Anna, moi j'ai adoré le personnage d'Anna, donc je l'ai déjà dit. Mais c'est un de mes personnages préférés féminins quand même. Enfin préférés, elle est dans mon top 10 en tout cas. Et je l'ai adoré parce qu'il y a de la répartie, voilà, c'était frais, elle est fraîche, j'aime bien. Mais elle est fraîche. Ça, et puis après en fait j'ai bien aimé en fait me retrouver dans un univers avec une bande de potes, comme là tous les joueurs de l'équipe de hockey.
Tu as des passages assez amusants, etc. Et donc c'est pour ça que dans mon book haul, du coup, tu as dû voir, mais j'ai acheté le reste. Parce que je voulais savoir la suite, de voir ce qui allait se passer avec les autres personnages, les autres garçons. Donc voilà. Donc c'était une très très bonne lecture, un petit coup de cœur. Franchement, je comprends pourquoi tout le monde a accroché avec ce bouquin. Alors ensuite, un petit livre, je sais pas, j'avais une envie, il était dans ma palle depuis sa sortie, que je l'ai acheté cette année. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un livre qui n'était pas traduit de l'anglais ou de l'américain, qui n'était pas un livre français. Et c'est Izana, la voleuse de visage, donc chez Lumen de Daruma Matsura. Donc oui, c'est un roman qui a été traduit du japonais, parce que Daruma Matsura, en fait, c'est l'auteur du manga de Kazane, il me semble. Et donc c'est une auteure, pardon, enfin c'est une mangaka à la base. Et donc elle a écrit un roman sur Izana, donc je ne dis pas qui c'est Izana par rapport à Kazane. C'est Kazane ou Kizane, je sais plus. Bon bref, parce que j'ai pas encore acheté le manga papier, mais je pense que en fait ça va arriver incessamment sous peu, parce que voilà, je vais t'expliquer pourquoi. Donc Izana, c'est l'histoire, tu vas te retrouver en fait dans le Japon un peu campagnard, dans un petit village paumé en montagne, où ben, forcément tout ce qui est mythe et superstition est très pris, est pris à la lettre par les habitants. Donc tu vas te retrouver un soir d'orage où une jeune femme donne naissance à une petite fille, sauf que c'est l'année... comment il dit ça déjà? Je me souviens plus. C'est une année... pas loin un truc là, cheval de feu, machin, bref. En gros, c'est une année où normalement les petites filles ne doivent pas naître parce que ces petites filles-là peuvent être la réincarnation d'une ogresse qui vole les visages et qui a volé il y a très très longtemps, dans un des contes, etc., dans une superstition, que elle a volé les visages de la prêtresse et l'a tuée. Donc là, bah, cette maman essaie de donner naissance à sa petite fille, sauf que le reste du village veut tuer cet enfant. Sauf que l'infirmière présente ce soir-là, au moment de l'accouchement, pour aider cette maman, va prendre le bébé et le garder chez elle pendant des années. Et comment dire, la garder enfermée en fait chez elle pour pas que les gens du village découvrent comment elle est, parce que forcément Izana elle a un faciès assez particulier vu qu'elle est née cette année-là, et donc elle est moche comme ils disent, elle a un visage horrible, effrayant, ce qui fait qu'elle a toutes les prédispositions pour être la réincarnation de l'ogresse et voler les visages. Donc voilà, je vais pas t'en dire plus parce que sinon c'est déjà assez compliqué déjà de te faire un résumé aussi de ce bouquin, parce que c'est vraiment quelque chose de lié en fait, je pense, à la culture du Japon, au folklore japonais. Et donc c'est assez complexe quand même de très bien te raconter tout ça, parce qu'il y a quand même des termes assez particuliers dedans, etc. Et puis ben voilà quoi, je préfère que tu le découvres parce que c'est vraiment quelque chose aussi qui fait que tu vas plonger dans un bouquin. Dans ce bouquin, c'est une atmosphère particulier quand même, et très sombre, etc. Et c'est ce que dégage le bouquin, et c'est vraiment magnifique. Moi franchement j'ai adoré ce bouquin. En fait ça n'a pas été un coup de cœur parce que je trouve que ce qu'on attend depuis le début du bouquin arrive seulement à la fin, mais sauf que la fin elle fait quand même un peu flipper quoi. Tu te dis oh d'accord, ok, wow, ouais, ok, la fin, voilà, donc déjà ça. Ensuite le personnage d'Izana, moi j'ai beaucoup aimé ce personnage là, et c'est vraiment un personnage assez mystérieux, et elle me faisait mal au cœur lors de certains passages, etc. Donc voilà, tu vas découvrir vraiment comment elle va essayer de vivre et de survivre en fait dans le village sans se faire voir par les villageois pour pas se faire tuer quoi. Donc c'est vraiment quelque chose. Et puis aussi le fait de vivre recluse et de pas montrer son visage parce que la honte, parce qu'elle sait qu'elle est difforme, qu'elle est immonde comme les gens disent, etc. Et donc tu vas suivre ça et tu vas découvrir en fait sa vie, tu vas suivre son point de vue, sa vie, etc. Comment elle arrive à gérer la noirceur qui est en elle, etc. Donc j'en dis pas trop. Mais c'est vraiment un univers, je m'attendais pas à ça, et j'ai vraiment adoré. Voilà. En fait, j'avais déjà lu certains romans de Haruki
Haruki Murakami. Et j'avais trouvé que la traduction du japonais en français avait quelque chose de froid en fait. Alors je ne sais pas si c'est vraiment Haruki Murakami qui est dans cet esprit-là aussi quand il écrit, etc. Donc c'est vraiment son écriture qui est comme ça. Là j'ai moins eu cette sensation-là dans ce bouquin. Mais c'est vrai que voilà, l'univers, etc., l'ambiance qui s'en dégage, c'est pas non plus quelque chose de très chaleureux quoi. Donc forcément c'est un peu difficile de faire la balance. Peut-être que je lirai d'autres livres de Murakami parce que j'en ai vu quelques-uns qui me faisaient de l'œil. Enfin bref. Donc en tout cas ça vaut vraiment le coup. J'étais vraiment étonnée. En plus il se lit super vite. Franchement n'hésite pas. Si tu l'as dans ta palle, n'hésite pas parce que pour moi j'ai beaucoup aimé. Le seul point négatif comme je disais c'est vraiment l'arrivée de quelque chose que tu attends depuis le début. Et qui est d'ailleurs dans le titre, et qui en fait arrive vraiment, on va dire, aux 50 dernières pages du livre, mais justement, je pense que c'est là que ça te fait quelque chose de... Ça te fait beaucoup plus d'effet en fait que de l'avoir tout de suite, et d'avoir un déroulement d'intrigue après derrière. Donc, et moi je me suis pas ennuyée personnellement, c'est vraiment très bien. Donc n'hésite pas à me dire si toi aussi tu l'as lu, parce que j'ai pas vu beaucoup de personnes qui l'ont lu, donc c'est pour ça que... voilà quoi. Ensuite, alors là j'ai écouté les conseils de Charlène, donc de les lectures sucrées et de les lectures de Nanounette sur Instagram, parce que je l'avais acheté d'occasion ce bouquin et elles m'ont dit oh lis-le cet été, tu verras c'est frais, tu vas te marrer, etc. Je suis bon bah allez, je vais me faire une petite pause après Isana. C'est vrai qu'après l'ambiance qu'il y avait dedans, je me suis dit bon allez on va faire quelque chose de frais et de léger. Donc j'ai lu Hot Love Challenge de Cécile Chemin, donc chez Harlequin. Et j'ai adoré aussi, enfin franchement j'ai bien fait de les écouter les filles parce que en tout cas voilà, et j'ai super adoré. En gros tu vas retrouver comment ça s'appelle déjà, c'est pas Cécilia, c'est Lydia et Julien. Donc Lydia est une jeune femme, non une femme quand même, une jeune femme. Donc Lydia est une jeune femme accomplie, etc. Elle a fait des études, etc. Et elle travaille en fait pour Julien qui est un ami d'enfance. Elle travaille dans sa société, elle est assistante de celui-ci. Et donc tu vas suivre sa semaine de congé dans le sud de la France, parce que Julien et Lydia vont marier en fait la meilleure amie de Lydia. Parce qu'en fait c'est tout un petit groupe de potes, d'amis d'enfance, etc. avec le frère de Lydia, etc. Et donc, mais sauf que Lydia essaie toujours de trouver la chaussure à son pied, qui est le prince charmant, l'homme qui va la faire vibrer. Sauf que elle trouve pas forcément, et puis là elle est en semaine de congé, donc elle se dit ouais je vais pouvoir voir et tout au mariage et machin. Sauf que bon, voilà. Sauf qu'elle va partir en fait avec Julien, sauf qu'elle déteste Julien. C'est son boss, mais elle le déteste. Elle l'appelle Godzilla, etc. Donc voilà. Donc je t'en dis pas plus. Et donc Julien lui rend bien forcément. Et donc ils vont partir une semaine pour préparer le mariage, et le mariage de la meilleure amie de Lydia. Et puis il va se passer ce qui se passera, je te dis pas plus non plus, tu découvriras. Mais en tout cas moi j'ai adoré, parce que le personnage de Lydia est vraiment super frais, super marrant. La répartie, tu as une répartie du personnage qui est vraiment top, elle est super rigolote. Et puis ça se lit vite, franchement c'est addictif, c'est adorable. C'est une petite histoire comme ça, bien sympa, franchement j'ai adoré. Donc du coup je pense que je vais me procurer le tome 2 et le tome 3. Le tome 2 c'est sur la meilleure pote, une autre meilleure pote de Lydia qui était restée à Paris pour cette semaine là. Et le tome 3 c'est justement, on retrouve Lydia et Julien. Donc j'ai vraiment hâte de lire la suite, parce que j'avais vraiment adoré cette histoire. Donc si toi tu l'as lu, n'hésite pas aussi à m'en parler, parce que pareil j'ai pas vu beaucoup de monde en parler quoi. Et c'est dommage parce qu'en fait ça se lit, c'est une lecture détente en fait pour l'été, et c'est parfait. Voilà, si jamais ça te tente. Ensuite l'avant-dernier livre que j'ai lu pour ce mois-ci, ça faisait un moment qu'il était dans ma palle, je l'avais acheté le jour de sa sortie parce que je le voulais quand j'avais vu la VO, voilà. Et c'est forcément donc Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, donc chez La Martinière Jeunesse. Je sais pas pourquoi, mais il était dans ma palle, je me suis dit Fanny, il faut que tu le lises, parce qu'il me faisait tellement envie aussi, ça faisait tellement longtemps que je l'attendais, qu'il m'attendait, qu'on s'attendait. Donc voilà. Donc Un palais d'épines et de roses, c'est une réécriture dans le fond, parce que pour moi, c'est dans le fond, c'est pas dans la fin. Plus dans le fond, plus dans la forme en fait que dans le fond en fait, pour finir, de La Belle et la Bête, du conte de La Belle et la Bête. Donc tu vas retrouver, alors c'est là le problème maintenant. Donc
Frère, enfin bref, le personnage féminin, donc c'est Freya, je sais pas comment on le dit parce qu'en fait ça s'écrit F-E-Y-R-E, mais en fait apparemment en anglais on le dit F-E-Y-R-A, donc Freya. Donc tu vas retrouver du coup Freya, mais c'est un peu bizarre comment on se dit, en fait elle a pas pu prendre un prénom féminin beaucoup plus simple, enfin bref. Donc hormis ça, donc tu vas retrouver Freya, donc qui est une jeune fille qui chasse dans les bois en plein hiver pour essayer de trouver du gibier pour sa famille. Sauf que, parce que Marie meurt de faim, sa famille a été déchue dans son rang social il y a peu et ils ont faim. Et donc c'est elle qui a, suite à une promesse faite à sa mère, c'est elle qui doit subvenir aux besoins de la famille. Donc elle chasse, sauf qu'elle va tuer un loup qui est en fait un faé. Et enfin elle va pas se rendre compte, etc. Et puis bon, elle va le tuer et des machins. Sauf que le lendemain ou le surlendemain au soir, il y a une bête qui débarque chez elle. Un faé immense bête, quoi, une grosse bête. Pour l'enlever et lui dire que comme elle a tué un faé, elle doit venir vivre de l'autre côté du mur au pays, enfin à la cour du printemps. Parce que donc faut savoir que dans cet univers, tu as différentes cours avec des faés. Donc la cour du printemps, la cour du jour, cour de la nuit, cour de l'aube, cour de machin, cour de printemps, c'était été, automne, hiver. Voilà quoi. Et ensuite tu as sous la montagne. Donc chez les immortels, parce que forcément il y a les humains et les immortels. Donc elle va aller, elle va pour ne pas se faire tuer, etc. Et voilà, elle va accepter et elle va devoir partir en fait avec la bête, qui n'est autre que Tamlin en fait, le grand seigneur de la cour de l'été. Du printemps, pardon, je vais y arriver, avec toutes les saisons qu'il y a dedans. Donc, qui est le grand seigneur donc, de la cour du printemps, et d'où en fait sévit un maléfice depuis quelques années en fait dans tous les pays des immortels, donc toutes les cours différentes. Donc, ce qui fait que en fait toute la cour du printemps ont des masques figés sur leur visage. Et ont les pouvoirs leurs pouvoirs qui sont diminués. Et donc à partir de là, Freya va vivre avec eux, découvrir etc. ce pays, sauf qu'elle va avoir le mal du pays, c'est logique. Mais au fur et à mesure, elle va découvrir les tenants et les aboutissants de cette malédiction, qui l'a lancée, etc. Donc tu plonges vraiment dans un univers très complet autour des faées, autour des cours, des grands seigneurs, etc. T'es vraiment dans quelque chose de complet quoi. Et voilà. Donc c'est à partir de là après que je pense que c'est à partir de ce moment-là en fait où tu vas découvrir les tenants aboutissants de la malédiction que tu vas quitter un peu le schéma de la Belle et la Bête. Surtout qu'en plus il y a un tome suivant, donc voilà, même un tome 3. Et donc voilà, moi franchement j'ai beaucoup aimé cette lecture. C'est un univers que j'adore. De toute façon, tu mets des failles aussi, j'adore. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette lecture. J'ai trouvé le début un peu lent quand même à arriver. Et je trouvais en fait, c'est plus au niveau des personnages. Je trouvais qu'au départ, Freya était très... un personnage que j'aime bien, quoi, féminin, super badass, etc. Tu voyais qu'elle voulait se battre et qu'elle en voulait. Et en fait, au fur et à mesure où elle reste à la cour du printemps, en fait, je trouvais qu'elle se ramollissait, etc. Et qu'elle suivait les ordres, puis qu'elle laissait Tamlin, en fait, la mener la baguette, etc. Donc ça m'avait un peu refroidi, quoi. Et par contre, j'aimais beaucoup le personnage de Tamlin parce qu'il y avait un mystère de dingue et on découvrait au fur et à mesure. Sauf qu'en fait, arrivé au milieu du bouquin, tout s'inverse. Pour moi, la suite, la fin du bouquin, vers les 200 dernières pages, c'est devenu un truc de fou. Tu découvres d'autres personnages qui sont hauts en couleur, on dirait ça comme ça. Et tu vas découvrir, il y a plein de choses qui vont arriver. Et là, justement, le personnage de Tamlin m'a beaucoup plus déçu qu'au début. Et par contre, Freya m'a beaucoup plus plu parce qu'elle se bat pour ses convictions, pour son amour, pour tout ça. Et ça, j'ai vraiment bien aimé. Donc du coup, voilà. Je ne peux que te le conseiller parce que même si le début est lent et que le personnage moi un peu... En fait, ça fait une courbe pour moi, ce bouquin. Et c'est vraiment quelque chose qui est à lire et à découvrir. Et je pense que le tome 2, ça va être de la bombe parce que vu ce qui se passe à la fin de celui-ci,
Par contre, moi je trouve que ça termine pas en cliffhanger, mais ça donne vraiment envie de savoir ce qui va se passer et ce qui va se passer. Voilà. Donc n'hésite pas à me dire si toi aussi tu l'as lu, parce que franchement, voilà. Ensuite, le dernier, et après j'arrête parce que ça fait vraiment quand même une demi-heure que je te fais un bilan et je ferais que je papote beaucoup sur les bouquins que je... Voilà. Bon, si tu veux, tu retrouveras aussi les chroniques que je pense sur mon blog. Je mettrai tout en barre d'infos. Le dernier que j'ai lu, donc c'était une lecture commune avec Charlène et Héloïse, donc sur Instagram. On l'a faite sur Instagram, un peu partout de toute façon. Donc on s'est fait une lecture commune, donc on avait dit que le mois dernier on avait lu le tome 1, donc là on a lu le tome 2 de La Meute du Phénix de Susan Wright chez Milady. Et donc là tu vas retrouver Dante et... à chaque fois j'oublie les prénoms féminins, c'est pas possible. Dante et comment elle s'appelle, Jamie. Je vais y arriver. Donc là, tu vas retrouver Dante et Jamie. Jamie est une louve en fait qui vient de l'ancienne meute du Phénix qui a été, enfin l'ancienne meute, pas la meute du Phénix, mais l'ancienne meute qui avait été splittée, qui est venue vivre à la meute du Phénix. Sauf qu'en fait, Jamie a toujours eu une attirance particulière pour Dante depuis son enfance, etc. Elle le suivait partout, blablabla. Et sauf que Dante, en fait, lui, se rend compte qu'il est attiré par elle, mais essaye par tous les moyens de l'éviter, tout simplement parce que Jamie est une louve soumise d'après lui. Sauf que Jamie a un profond traumatisme qui fait que en fait elle n'est pas soumise, enfin tu verras ce que ça en est, et donc bah forcément hein, toute une intrigue autour de ça, sachant qu'en plus Dante il a trempé son biscuit avant avec notre fille, donc cette fille là veut le revendiquer mais lui il veut pas, enfin bref, encore un peu du cul comme un, voilà. Et donc voilà, donc franchement j'ai passé un super bon moment de lecture encore avec les filles, on a beaucoup aimé aussi ce tome. Moi je pense que j'ai beaucoup plus aimé Dante que dans le tome 1, enfin que Trey en fait du tome 1. En fait pour moi il y a les mêmes choses, les mêmes défauts en fait que dans le tome 1. Pourtant je m'étais dit il y a moins de pages donc il va y avoir moins de passages de sexe. Ah bah non, il y en a quand même. Et puis bah Dante, il va pas de la morte quoi quand même. Et puis voilà quoi. Donc ça c'est vraiment le truc, enfin je me dis c'est bien, c'est vrai qu'il en faut, mais là il y en a quand même beaucoup. À chaque fois dans les deux tomes, c'est l'explosion quoi. À chaque fois qu'il y a un moment de rapprochement entre les deux personnages, pouf, il faut qu'ils aillent dans le pieu. Donc enfin il y a encore. Le lit, il est pas souvent utilisé en fait. Bref. Donc ça, voilà, c'était encore un point négatif. Et l'autre point négatif c'est encore une fois aussi les points de vue. Où moi j'ai vraiment eu du mal encore une fois. Alors je sais pas si c'est moi qui suis bizarre ou quoi, mais bon, ça va encore là, on arrive quand même à décoder, mais c'est vrai que c'est perturbant d'avoir le point de vue omniscient des deux personnages dans un même paragraphe quoi. Moi ça me fait un effet brouillon, et c'est dommage parce que ça devrait pas, on est d'accord. Donc voilà, mais sinon le reste, bah voilà, c'est addictif, tu le lis en... T'as 500 pages 500 pages écrites en petit, mais tu lis ça en... Si tu te freines pas, voilà, c'est fait. C'est emballé, c'est pesé. Et puis l'histoire, voilà... Alors là, en plus, dans ce tome-là, l'auteur a vraiment mis aussi beaucoup d'accent sur le couple suivant, qui va apparaître qui est dans le tome 3. Et elle m'a donné super envie de lire le tome 3. Donc normalement on doit le lire à la fin du mois prochain. Donc j'espère que ça passera vite. Hein. Mais bon voilà. Franchement, encore un tome qui est top. Voilà. Je suis bien contente. Hormis les deux points plus négatifs comme d'habitude. Mais bon après, à côté de ça, tu découvres toute cette histoire de vie, cette meute, etc. Et c'est vraiment pas mal. En fait j'aime bien parce que j'ai l'impression de retrouver une bande de potes. En fait une famille complète. Pas une bande de potes. D'une famille très soudée, puis assez une belle famille en fait, voilà. Et puis il y a des passages qui m'ont fait rire aussi. Bon par contre, il y a des passages qui sont un peu similaires, je trouvais comme mon premier tome avec la grand-mère Greta, mais bon ça va. Mais sinon il y a des passages qui m'ont vraiment bien fait rire. Le loup qui s'appelle Dominique, alors lui pareil, il est toujours aussi tordant, marrant. Alors j'espère qu'on verra un peu dans le tome 3, mais ça m'étonnerait, donc on va être en manque de Dominique, mais bon voilà. Et voilà quoi. Donc ça c'était une petite lecture bien sympa. Donc si toi aussi tu l'as lu, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé, si t'as préféré par rapport au tome 1 ou pas, ou si le tome 3 est mieux ou pas, voilà. Donc voilà, j'en ai fini. C'était mon bilan du mois de juillet, donc toutes les petites lectures que j'ai eues. Donc si tu as lu un de ces livres, tu n'hésites pas, on peut en discuter, etc. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.